Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dubuche-Rambert, je suis Art Advisor. Alors que la saison d'automne, traditionnellement très chargée pour le marché de l'art, vient de s'ouvrir, les premiers rapports semestriels démontrent quelque chose d'assez frappant. Le secteur traverse des transformations beaucoup plus profondes qu'imaginées. Artnet, dans son Intelligence Report, qui a été publié le 8 septembre dernier, évoque des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Les ventes aux enchères ont chuté de presque 9% sur les 6 premiers mois de 2025, en comparaison avec l'an dernier, et le prix moyen des lots, lui aussi, est en baisse de 6,5%, soit son plus bas niveau depuis 10 ans. Autrement dit, les marchands d'art se retrouvent dans une situation assez délicate. Leurs coûts augmentent, leurs marges se réduisent et ils sont obligés de repenser leur manière d'envisager leur rentabilité. On l'a déjà évoqué dans l'épisode précédent, des galeries installées depuis longtemps dans des hubs de l'art contemporain comme Los Angeles, Manhattan, Londres ou Paris ont fermé leurs portes cet été. Néanmoins, le rapport d'Artnet rappelle aussi que le marché de l'art n'est pas un bloc monolithique, car en réalité, il a toujours été fragmenté, avec, bonne nouvelle, certains de ces segments qui montrent des signes encourageants, faisant dire à certains analystes que dans ce paysage brumeux, il reste des poches de résilience et peut-être même des raisons d'espérer. Il y a d'abord un constat partagé qui ne laisse plus aucun doute. Le commerce de l'art perd non seulement en rentabilité, mais aussi en prestige social. L'art attire moins, y compris les ultra-riches qui se tournent désormais vers la crypto, l'or ou les investissements dans la tech. Et l'avenir du marché de l'art reposerait alors dans sa capacité à redevenir une expérience plus culturelle et durable, en lieu et place d'une expérience purement spéculative parfois. Et franchement, je le dis encore une fois, tant mieux. Parce que si le marché traverse aujourd'hui une crise plus structurelle, c'est largement lié à cette erreur d'aiguillage, comme un trop-plein. Trop de marchands, trop d'œuvres produites, trop de coûts de promotion. Résultat, en 2025, le segment de l'art ultra-contemporain s'est effondré, laissant les maîtres anciens et les courants artistiques intermédiaires prendre le haut du marché, et les grands collectionneurs sont de plus en plus prudents, la demande d'art ralentissant, et la spéculation sur l'art de notre époque, l'art contemporain, qui rythmait les dernières années, laisse place à un marché beaucoup plus sélectif et surtout beaucoup moins frénétique. Et concrètement, ça s'évalue comment ? Tout d'abord avec un chiffre qui est très parlant, plus de la moitié des œuvres revendues en 2025 affichent une perte financière. Et c'est le pire résultat depuis 20 ans. L'art a perdu son attrait spéculatif en tant qu'investissement. Les ultra-riches préfèrent vraiment miser sur des actifs beaucoup plus liquides et plus rentables que l'art, comme les actions, l'or, le bitcoin, et ce, même si l'art, à mes yeux, n'a jamais été autre chose qu'un actif, certes, mais surtout pas financier, plutôt patrimonial. Ensuite, grâce notamment à la mutation technologique du marché de l'art n'est plus considéré comme un symbole ultime de prestige. Autrefois, il était au sommet de la hiérarchie sociale et il est même désormais absent des fameuses listes de status symbols, là où brillent plutôt les jets privés, les voitures de luxe, les yachts et surtout toutes les formes d'exclusivité. Bien sûr, il reste des exceptions spectaculaires sur le marché avec des prix records qui résistent, comme cette œuvre de Canaletto qui représentait Venise et qui est partie à 43,9 millions de dollars, mais juste après le mariage du milliardaire Jeff Bezos sur le Grand Canal. Et ce sont précisément ça, des exceptions. Même les éditions des grandes foires comme Art Basel sont de plus en plus vues comme des expériences mondaines, sociales, plutôt que de véritables plateformes commerciales. Et puis, il y a aussi et surtout un changement générationnel. Les plus jeunes collectionneurs ne veulent plus accumuler des œuvres hors de prix comme l'ont fait leurs parents, les baby-boomers, même si la plupart des analystes s'accordent sur le fait que des chefs-d'œuvre véritables continueront à se vendre comme avant et même au même rythme. Parce que oui, avant, c'était l'époque de l'achat spéculatif. Et aujourd'hui, ce modèle semble voué à disparaître.
le marché se redirigeant peu à peu vers quelque chose de plus, je dirais, réel. C'est-à-dire une expérience plus intellectuelle, plus culturelle et sans doute plus nécessaire et plus saine pour tout cet écosystème. Les analystes publiés récemment montrent aussi des dynamiques géographiques très contrastées au premier semestre. Les États-Unis restent en tête du marché mondial et résistent particulièrement bien. Les ventes aux enchères y ont généré 2,2 milliards de dollars sur les 6 premiers mois de 2025, soit une baisse de moins de 1% par rapport à l'année précédente, autrement dit presque une stabilité dans un contexte pourtant très tendu. En deuxième position, on trouve la Chine, en revanche, qui accuse un sérieux recul. Les ventes y chutent de 26% pour atteindre à peine 666 millions de dollars. Et c'est le deuxième plus faible total depuis 10 ans. En Chine, cette baisse s'expliquant par des difficultés économiques persistantes dans ce pays, aggravées par une crise immobilière sans précédent et une nouvelle guerre commerciale avec les États-Unis, à tel point que plusieurs grandes maisons de vente chinoises ont même choisi récemment de ne pas publier leurs résultats. Le Royaume-Uni occupe la troisième place avec 630 millions de dollars de ventes, soit une baisse de près de 25% par rapport à 2024. C'est la deuxième année consécutive de recul pour le Royaume-Uni. Et si en 2 ans le marché britannique a perdu en fait la moitié de son volume, c'est quand même un symbole fort de cette tendance baissière. Avec comme illustration très concrète la maison de vente Christie's qui a décidé de mettre fin à ses ventes d'été d'art moderne et contemporain à Londres pour la deuxième fois, en tout cas pour la deuxième année consécutive. Mais il y a un cocorico. La France affiche une progression. Et oui, c'est suffisamment inédit pour le signaler haut et fort, puisque les ventes aux enchères y ont augmenté de 4,7%, atteignant environ 364 millions de dollars. Et Paris, 4e place du marché mondial, continue d'attirer de nouveaux acteurs, renforçant son aura à l'international. Alors, en période de crise, le marché de l'art révèle toutes sortes d'attitudes. Celles de prédateurs prêts à tout pour survivre, comme des opportunités à saisir et bien sûr des conseils qui pleuvent, même si pas toujours désintéressés. Dans un article récent intitulé Gagosian Guide to Surviving an Art Recession, le galeriste Larry Gagosian partage ainsi sa vision de la situation actuelle à travers une interview donnée lors de la conférence Art of Influence. Et qu'est-ce qu'on y apprend? D'abord, malgré le ralentissement global, Gagosian y affiche un certain optimisme, car pour lui, les crises du marché de l'art ne durent jamais très longtemps. Et il donne même quelques conseils ciblés aux artistes, à qui il conseille de continuer de produire des œuvres fortes et marquantes, capables d'attirer l'attention même dans ce contexte difficile, aux marchands, à qui il recommande la diversification et d'ajuster leurs attentes au marché baissier, afin d'explorer d'autres segments pour élargir leur clientèle, car selon lui, si le marché ralentit, en fait, il s'élargit surtout. Et enfin, aux collectionneurs, il rappelle que tout a un prix. Autrement dit qu'il faut accepter de négocier afin de s'adapter aux exigences des réalités financières du moment. Enfin, il insiste sur une vision à plus long terme, mettant en garde contre un vent de panique et invite à voir la crise comme, devinez quoi, une opportunité, à croire qu'il est auditeur de mon podcast. Cela dit, il n'édulcore pas la situation. Il parle bien d'une récession de l'art, les volumes des ventes baissent, les prix reculent et même les grandes maisons de vente aux enchères sont sous pression. Mais il souligne aussi que cette conjoncture redonne un avantage aux galeries, car certains collectionneurs préfèrent désormais vendre en vente privée plutôt qu'aux enchères publiques, ouvrant la voie à des négociations plus directes avec les galeries, même si elles sont moins transparentes pour le marché. Autre point clé, Gagosian note que sur le marché primaire, celui des œuvres vendues pour la première fois, les prix avaient parfois atteint des niveaux déconnectés par rapport au marché secondaire, celui de la revente des œuvres. Il recommande alors d'ajuster des prix intelligemment, puisque la conjoncture l'exige et sans que ce soit perçu comme un signe de faiblesse. Il distingue d'ailleurs deux réalités. D'un côté, des œuvres majeures qui vont résister mieux, et de l'autre, des œuvres d'artistes moins établis qui sont plus vulnérables à ce marché baissier. Et il conclut en soulignant que de baisser les prix, quand c'est nécessaire, ce n'est pas de dévaloriser un artiste, mais savoir s'adapter pour traverser une tempête, surfer sur la vague en quelque sorte.
Bref, ces leçons pour naviguer dans ce marché en crise pourraient être 1. Se concentrer sur la qualité et l'exceptionnel. Les œuvres vraiment fortes résistent toujours. 2. Rester flexible sur les prix et donc les ajuster intelligemment pour rester attractifs. 3. Développer les ventes privées car ce sont elles qui prennent de l'importance quand les enchères s'essoufflent. Et 4. Diversifier. Diversifier les marchés comme les zones géographiques pour explorer au-delà des zones et des secteurs en crise. Et surtout se rappeler que l'économie du marché de l'art est cyclique. Les phases de contraction passent toujours et si on reste calme, patient, avec une bonne gestion des coûts, les acteurs les plus résilients peuvent en ressortir renforcés. D'autres acteurs éminents du marché de l'art se sont eux aussi prêtés au jeu des analyses et des conseils, comme le groupe MCH, principal opérateur des foires d'art contemporain et organisateur des différentes éditions d'Art Basel dans le monde, qui a publié le 19 septembre dernier un article intitulé From Slump to Surge, 7 Trends Reshaping the Art Market, autrement dit de la récession à l'essor, 7 tendances qui redessinent le marché de l'art. Alors qu'est-ce qu'on y trouve ? Des esquisses d'éclaircies intéressantes. D'abord, l'annonce d'une reprise assez inattendue dans le haut du marché. Après une période de stagnation, certaines ventes aux enchères de prestige retrouvent de la vigueur. Exemple frappant avec la collection surréaliste de Pauline Karpidas qui s'est vendue chez Sotheby's à Londres en dépassant les 100 millions de dollars, devenant la vente la plus prestigieuse jamais réalisée dans la capitale britannique. Et ce n'est pas fini car en novembre, la maison prévoit de disperser à New York la collection Leonard Lauder avec des œuvres estimées à plus de 400 millions de dollars. Ensuite, une forme de résilience du marché intermédiaire, soit le segment des œuvres vendues entre 1 et 10 millions de dollars, qui montre une certaine stabilité, voire même des signes de croissance. Et cocorico enfin, on souligne là encore la croissance du marché français, puisque Paris confirme sa montée en puissance avec une hausse des ventes et une reconnaissance accrue, et ça c'est nouveau, des artistes français à l'international, et cela grâce à l'internalisation des galeries françaises de plus en plus présentes dans les grandes foires mondiales. Mais si nous revenons au dernier rapport d'Artnet, publié à la mi-septembre cette année, son article introductif au titre évocateur « The Storm Hit the Art Market, Who's Getting Swept Away ?» en français « La tempête frappe le marché de l'art, qui sera emporté ?» dresse un constat sans détour. Après des années d'expansion effrénée, parfois excessive, le marché entre dans une phase de contraction. Mais il y a quand même une bonne nouvelle. C'est un consensus qui émerge, car tout le monde s'accorde sur une chose. L'industrie de l'art doit changer, se réinventer. Et cette nécessité de transformation est sans doute le signe le plus prometteur de cette période de pure turbulence. Oui, les acteurs du marché de l'art ne se cachent plus. Ils ont produit trop d'artistes, trop d'œuvres, et beaucoup plus que ce que les collectionneurs pouvaient absorber. Et même les grands collectionneurs se tiennent désormais en retrait, n'hésitant plus à dénoncer des prix jugés excessifs et un marché souvent déconnecté des réalités économiques. De fait, c'est leur prudence nouvelle qui fragilise la confiance générale sur le marché de l'art. Souvenez-vous, pendant la pandémie, l'achat-revente rapide d'œuvres d'artistes émergents avait mis le feu au marché. Mais c'était des prix gonflés artificiellement qui se sont depuis effondrés. Et il y a de nombreux exemples et je ne les citerai pas. Aujourd'hui, les analystes les plus prudents conseillent même aux collectionneurs d'attendre encore quelques mois avant d'acheter et plutôt de le faire aux enchères, car là, les prix peuvent se corriger en temps réel et en direct. Mais il y a encore une tendance qui inquiète encore plus certains observateurs du marché de l'art, c'est le fait que les ultra-riches, ceux qui tiraient le marché de l'art vers le haut avec leurs achats d'art contemporain, semblent réorienter leurs arbitrages au détriment de l'art. Un article intitulé « Avec humour, Picasso ou Bitcoin » montre que depuis 2 ans, les plus grandes fortunes privilégient désormais d'autres placements, au vu notamment de certains résultats comme les données compilées par Michael Moses, cofondateur du May Moses Art Index, qui sont assez frappantes. Cet indice est basé sur l'analyse de 58 000 œuvres vendues depuis 1970 chez Sotheby's, Christie's et Phillips, les 3 plus grandes maisons de vente au monde, et révèle qu'au premier semestre 2025, plus de 50% des lots affichaient un rendement annuel négatif.
Moses va même jusqu'à qualifier ces résultats de pire performance financière du XXIe siècle, ajoutant que les rendements spectaculaires des actions de l'or et du Bitcoin expliquent de fait et en grande partie cette faiblesse du marché de l'art. Autrement dit, l'œuvre d'art qui avait tout du trophée auparavant ne garantit plus ni rendement facile, ni prestige assuré. Posséder un Picasso, un Warhol ou Poe ne suffit plus. Mark Spielberg, ex-directeur d'Art Basel, va même plus loin. Selon lui, vendre l'art comme un actif financier a été un désastre et appelle à un virage total. Redonner à l'art son rôle premier, celui du plaisir, certes toujours Instagrammable ou même sapiosexy pour l'élite intellectuelle, mais surtout un espace de culture, de partage d'idées nouvelles, de rencontres avec les artistes. Dernier conseil en cette période chaotique qui apparaît sur la toile et qui peut sembler surprenant pour certains, mais finalement pas tant que ça, et si l'intelligence artificielle pouvait aider à acheter de l'art? Évidemment, dans un domaine créatif comme celui de l'art, les débats font rage sur le rôle que la technologie peut y jouer, y compris dans la création d'œuvres d'art. Mais il faut reconnaître une chose, l'intelligence artificielle a un atout indéniable, sa capacité à traiter des quantités massives d'informations à une vitesse incroyable. Elle pourrait donc rationaliser à terme le processus d'achat en donnant une vision plus claire des prix ou de la disponibilité de certaines œuvres. Mais attention, il y a aussi des limites. L'IA ne remplace pas le conseil humain et ne crée pas de relation de confiance entre l'œuvre d'art et son propriétaire, ni ne forge le goût. L'IA ne travaille qu'avec des données accessibles, les résultats d'enchères, et ignore tout ce qui n'est pas publié. Elle peut donc donner une image, mais partielle, et voire parfois même trompeuse, du marché de l'art. Et puis, rappelons-le, les informations qu'elle agrège ne sont pas toujours vérifiées. Et à l'ère de l'IA, surtout, la vérification des informations reste indispensable. Autrement dit, l'IA pourrait être un bon outil de présélection, surtout pour les collectionneurs débutants, mais encore, faut-il savoir bien l'utiliser. Alors mon conseil, il faut être le plus précis possible dans vos requêtes, et donc la rédaction de vos prompts, indiquer votre budget, vos préférences de support, de technique, de format, ou encore l'importance que vous accordez au parcours de certains artistes, car plus vous serez précis, et plus les suggestions de l'IA seront alors pertinentes. Mais il faut être réaliste. L'intelligence artificielle ne remplacera pas le métier d'Art Advisor. Et je prêche pour ma paroisse, parce qu'au final, si elle peut vous suggérer un artiste, elle ne va pas vous donner un accès privilégié à son œuvre. Elle peut vous indiquer une galerie, mais elle ne va pas décrocher le téléphone pour négocier à votre place et ne pourra pas non plus vérifier ni la provenance, ni l'état d'une œuvre ou convaincre un vendeur de vous la céder. En clair, l'IA peut faire gagner du temps, rationaliser la recherche, aider à affiner un choix, mais elle ne remplacera jamais l'expérience humaine et physique de la rencontre avec une œuvre. Car acquérir une œuvre d'art dans un marché tourmenté, ce n'est pas toujours un acte rationnel, mais avant tout une émotion à partager et une nouvelle partie de l'histoire qui s'écrit. Voilà, c'était En direct du marché de l'art, épisode 9 de la saison 6, quand le marché de l'art se réinvente inéluctablement. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.